Pendant que j'enterrais seul mon fils de 9 ans, ma famille buvait du champagne. Puis ma mère m'a envoyé un texto: «Nous prenons le contrôle de tes finances». Ils voulaient la fiducie de 1 500 000 € de mon fils décédé pour financer le style de vie de ma sœur. Le cercueil était trop petit. C'était la seule pensée que mon cerveau parvenait à formuler alors que je me tenais sur l'herbe gelée du cimetière. C'était un mardi matin glacial, le genre de jour où le ciel ressemble à une plaque de tôle contusionnée et où le vent transperce votre manteau pour s'installer au plus profond de vos os. Mais le froid de l'air n'était rien comparé à l'engourdissement absolu et suffocant qui étreignait ma poitrine. Je regardais le système de poulies mécaniques descendre lentement la boîte d'un blanc immaculé dans la terre sombre. À l'intérieur de cette boîte se trouvait Léo, mon doux et courageux garçon de 9 ans. Mon monde entier. Je me tenais là, enveloppé dans un manteau de laine noire qui me paraissait soudain 10 tailles trop grand, frissonnant de manière incontrôlable. Je n'avais déjà pas un grand système de soutien, mais en regardant autour de la tombe vide, la réalité de mon isolement était assourdissante. Il n'y avait pas de rangée de membres de la famille en deuil. Personne ne me tenait la main ni ne m'offrait une épaule sur laquelle m'appuyer. La seule personne à mes côtés était Florence, ma voisine de 72 ans. Elle pressait un mouchoir sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues ridées. Le prêtre, un homme âgé et bienveillant, qui n'avait rencontré Léo qu'une seule fois à l'hôpital, lisait des versets d'un livre en cuir usé, sa voix portant sur l'étendue vide des pierres tombales. Où étaient-ils? Où était la famille qui était censée vous entourer dans vos heures les plus sombres? Je connaissais la réponse. Mes parents. Gérard et Evelyne et ma sœur cadette Chloé avaient rendu leur priorité limpide des semaines auparavant. La fête de fiançailles de Chloé était prévue depuis 6 mois. Quand l'état de Léo s'est soudainement détérioré et que les médecins m'ont dit doucement qu'il était temps de prendre des dispositions. Ma mère avait en fait soupiré au téléphone. Je me souviens de ses mots exacts. Caroline, tu sais combien d'argent les futurs beaux-parents de Chloé investissent dans cette fête? On ne peut pas simplement annuler un traiteur pour 200 personnes. Nous irons sur la tombe le week-end prochain, c'est promis. Ils ne pouvaient pas consacrer 2 heures. Pas 2 heures pour dire au revoir à leur unique petit-fils. Pas 2 heures pour tenir leur fille pendant qu'elle enterrait son enfant. Le prêtre termina sa prière en inclinant la tête. Le fossoyeur, un jeune homme visiblement mal à l'aise face au vide profond de l'assemblée, me fit un signe de tête subtil. C'était le moment. Je me penchai ramassant une poignée de terre meuble et humide. Ma main tremblait violemment alors que je la jetai par-dessus le bord. Elle heurta le dessus du cercueil blanc avec un bruit sourd et creux qui, je le savais, hanterait mes cauchemars pour le reste de ma vie. Florence enroula son bras frêle autour de ma taille, sa voix étranglée par l'émotion. Il est en paix maintenant, Caroline. Tu as fait tout ce qu'une mère pouvait faire. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête aveuglément. Puis mon téléphone a vibré. C'était un rythme vibrant et sec contre ma hanche. Je l'avais mis en silencieux, mais la sensation physique me tira de ma transe. Une partie tordue et désespérée de mon cerveau pensa. C'est peut-être eux. Peut-être qu'ils ont réalisé l'horrible erreur qu'ils ont commise. Peut-être qu'ils attendent sur le parking, trop honteux pour s'approcher. Avec des doigts gelés, je sortis le téléphone de ma poche. L'écran s'illumina, perçant la lumière grise du matin. C'était un texto de ma mère. Je fixais les mots, le souffle coupé dans ma gorge, se transformant en un panache blanc dans l'air glacial. Le message disait: arrête de faire ton drame et de nous ignorer. Signe les papiers aujourd'hui. Nous devons prendre le contrôle de tes finances immédiatement, avant que tu ne fasses une bêtise. Mon pouce se plana sur l'écran. Avant que je puisse digérer la cruauté absolue de son timing, une notification apparut en haut de l'écran. C'était une alerte Instagram.
Chloé venait de poster une nouvelle photo. Masochiste, j'ai appuyé dessus. L'image se chargea instantanément. C'était une photo haute définition parfaitement filtrée de ma famille. Mon père Gérard dans smoking sur mesure. Ma mère Evelyne, portant une robe de créateur et tenant une flûte en cristal. Et Chloé au centre, sa bague en diamant brillant sous les lustres de la grande salle de bal, la tête renversée dans un rire large et insouciant. Il trinquait au champagne. La légende disait à l'éternité entourée des personnes qui comptent le plus. L'horodatage indiquait à l'instant. À ce moment précis, à l'autre bout de la ville, alors que je jetais de la terre sur le cercueil de mon fils. Il buvait du champagne et ma mère m'envoyait des textos pour exiger le contrôle de mon argent. L'engourdissement s'évanouit. Il ne se transforma pas en chagrin ni en larmes. Il se cristallisa en une clarté froide et terrifiante. Ils n'étaient pas des participants seulement absents. Ils étaient calculateurs. Ils préparaient déjà leur coup pour la fiducie. La fiducie de 1 500 000 € de mon fils décédé. Pour comprendre l'audace absolue de ce message, il faut comprendre les 18 mois qui l'ont précédé. La maladie de Léo n'a pas frappé comme un éclair. Elle s'est insinuée dans nos vies comme un brouillard, lent et suffocant. Cela a commencé par de mystérieux bleus sur ses tibias, des fièvres qui ne tombaient pas, et une léthargie terrifiante qui a transformé mon garçon énergique et amateur de bonbons en un fantôme de lui-même. Quand l'oncologue pédiatrique m'a finalement assise dans une pièce sans fenêtre et lui a diagnostiqué un trouble sanguin rare et agressif, toute ma réalité s'est effondrée. À partir de ce jour, l'hôpital est devenu notre univers. Ma vie se mesurait en prise de sang, en cycle de chimiothérapie et au bip rythmique et incessant des moniteurs de signes vitaux. J'ai quitté mon emploi de directrice marketing car les soins spécialisés dont Léo avait besoin exigeaient un engagement de 24 heures sur 24. J'ai vendu ma voiture comptant sur le bus et la gentillesse de Florence pour les allers-retours. J'ai vidé mon compte d'épargne jusqu'à zéro. Puis j'ai maximisé mes cartes de crédit, vivant de soupe tiède de la cafétéria de l'hôpital et de biscuits de distributeur. J'ai dormi dans un horrible fauteuil inclinable en vinyle à côté de son lit pendant plus de 500 nuits. Léo était un guerrier. Même lorsque ses cheveux tombaient par touffes, même lorsque la nausée le rendait trop faible pour parler. Il enfilait son pyjama de super-héros délavé préféré et me faisait un faible pouce levé. C'était lui qui me réconfortait la moitié du temps. Et où était ma famille pendant ce cauchemar? Ils étaient des fantômes. Mon père Gérard prétendait que les hôpitaux le déprimaient et que son agence immobilière nécessitait toute son attention. Chloé était trop occupée à planifier son mariage de rêve et à partir en week-end à Bordeaux. Ma mère Evelyne a réussi à faire exactement une visite en 1 an et demi. Je me souviens très bien de cette visite. C'était un mardi après-midi, environ 8 mois après le début du traitement de Léo. Evelyne est entrée dans le service d'oncologie pédiatrique en se pinçant le nez, traitant l'air stérilisé comme s'il était toxique. Elle n'a pas apporté de jouets, elle n'a pas apporté de ballon, elle a apporté un latte glacé à la vanille pour elle-même. Elle est restée exactement 20 minutes se plaignant du coût exorbitant du parking des visiteurs. Pendant cette brève visite, l'infirmière est entrée pour changer le cathéter de Léo. C'était un processus douloureux, et je devais tenir la main de Léo en chantonnant doucement pour le distraire. Evelyne, incapable de supporter la réalité des enfants malades, s'est dirigée vers le petit bureau de fortune dans le coin de la chambre où je gardais toutes nos factures médicales et nos papiers. Je n'y ai rien pensé à l'époque. J'étais trop concentrée sur les larmes de mon fils. Mais quand l'infirmière est partie et que je me suis retournée, Evelyne tenait une épaisse enveloppe de couleur crème. Elle lisait une lettre de Maître Dubois, l'avocat spécialisé en fiducie, engagé par mon ex-mari Olivier. Olivier et moi avions divorcé à l'amiable 5 ans plus tôt. Il était banquier d'affaires et avait déménagé à Londres pour le travail. Il n'était pas un mari parfait, mais c'était un homme pragmatique.
À la naissance de Léo Olivier, avait immédiatement mis en place une fiducie médicale et éducative blindée. Au fil des ans, avec des investissements agressifs et une énorme police d'assurance vie qu'Olivier avait souscrite sur lui-même et intégrée à la fiducie, la valeur avait atteint 1 500 000 euros. Les yeux d'Evelyne étaient grands ouverts alors qu'elle parcourait le document. J'ai arraché la lettre de ses mains furieuses. Qu'est-ce que tu fais? Avais-je sifflé en gardant la voix basse pour que Léo n'entende pas. Je ne savais pas qu'Olivier cachait une telle fortune, me chuchota ma mère en retour, son ton complètement dépourvu de toute préoccupation pour l'enfant malade dans le lit derrière elle. Caroline, combien d'argent cela représente? Cela pourrait résoudre tous nos problèmes. L'affaire de ton père est... Elle s'arrêta, s'éclaircissant la gorge. Enfin, c'est bon de savoir que Léo est à l'abri du besoin. Elle est partie 5 minutes plus tard. Elle n'est jamais revenue. Mais la graine avait été plantée. Dans son esprit, cet argent n'était pas un filet de sécurité pour un enfant mourant. C'était un billet de loterie qui attendait d'être encaissé. Pendant les 10 mois suivants, je me suis battue seule. J'ai regardé mon fils s'éteindre lentement. Je l'ai tenu dans mes bras alors qu'il rendait son dernier souffle, mon cœur se brisant en 1 million de morceaux déchiquetés. Je suis sortie de cet hôpital avec un siège auto-vide et une âme si creuse que j'avais l'impression de flotter. Et maintenant, debout devant sa tombe fraîchement creusée, regardant une photo d'eux buvant du champagne, les pièces de leur puzzle macabre s'emboîtaient enfin. Ils ne nous avaient pas abandonnés parce qu'ils étaient occupés. Ils nous avaient abandonnés parce qu'ils attendaient. Le lendemain de l'enterrement, le silence de ma petite maison de location était assourdissant. Il n'y avait pas d'infirmière qui frappait à la porte, pas de moniteur qui bipait pas de dessins animés, qui jouait doucement sur l'iPad. Il n'y avait que moi, assise à la table de la cuisine, fixant une pile de factures qui semblaient se moquer de mon existence. Je devais finaliser le paiement de l'entreprise de pompes funèbres. Le directeur avait été incroyablement aimable, me permettant de procéder au service avec un acompte de bonne foi, mais le solde restant de 4 200 € était dû avant la fin de la semaine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. L'écran s'est chargé, affichant la cruelle réalité de ma situation. Le solde de mon compte courant personnel était de 38,50 €. Mon compte d'épargne contenait exactement 12 €. J'avais 20 € dans mon portefeuille. C'était la somme totale de mes liquidités après 18 mois de lutte pour la vie de mon fils. C'était une ironie macabre et tordue. Sur le papier, j'étais l'unique bénéficiaire résiduaire d'une fiducie d'une valeur de 1 500 000 €. En réalité, je ne pouvais pas me permettre d'acheter une semaine de courses, encore moins de payer la boîte dans laquelle je venais d'enterrer mon fils. La fiducie était actuellement bloquée dans une phase de transition. Comme Léo était mineur, le processus légal de transfert des actifs à mon nom après son décès nécessitait des certificats de décès, des formalités de succession et une montagne de paperasse bureaucratique. Maître Dubois, l'avocat, m'avait dit qu'il faudrait au moins 30 à 60 jours pour que les fonds soient entièrement débloqués. J'ai fermé l'ordinateur portable, un lourd soupir s'échappant de mes lèvres. Mon estomac gargouilla me rappelant que je n'avais rien mangé de substantiel depuis 2 jours. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé une tasse de café instantané. Pendant que l'eau bouillait, j'ai pensé au texto de ma mère de la veille. Signe les papiers aujourd'hui. Nous devons prendre le contrôle de tes finances immédiatement avant que tu ne fasses une bêtise. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que j'étais fauchée. Il savait que j'étais vulnérable, en deuil et épuisée. Il pensait que j'étais un animal blessé, qu'il pouvait facilement acculer. S'il pouvait me faire signer une procuration ou une forme de tutelle financière, il pourrait intercepter la fiducie à la seconde où elle serait sortie de la succession.
Mais pourquoi en avait-il si désespérément besoin? Le mariage de Chloé était cher, certes, mais mes parents avaient toujours projeté une image de richesse de la classe moyenne supérieure. Ils conduisaient des voitures de luxe, vivaient dans une grande maison de banlieue et organisaient des fêtes somptueuses. Pourquoi cette soudaine et agressive désespération pour voler une mère en deuil? J'avais besoin de réponses, et je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon de les obtenir. Je ne pouvais plus les ignorer, je devais entrer directement dans la gueule du loup. Je suis allée à la salle de bain, et je me suis aspergé le visage d'eau froide. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait ressemblait à un fantôme. J'avais des poches violettes foncées sous les yeux. Mes pommettes étaient saillantes à cause de la perte de poids et mes cheveux étaient un enchevêtrement de nœuds. Je ressemblais exactement à la femme instable et brisée sur laquelle il comptait. Je me suis brossé les cheveux, j'ai enfilé un jean propre et un pull noir uni. J'ai attrapé mes clés de voiture, enfin les clés de rechange de Florence, car elle avait insisté pour que je lui emprunte sa vieille berline pendant que je mettais de l'ordre dans ma vie. Alors que je sortais par la porte d'entrée, Florence arrosait ses hortensias sur le porche d'à côté. Elle s'arrêta, s'appuyant sur son arrosoir, ses yeux bleus perçants, scrutant mon visage. Tu vas les voir, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. Je le dois, Florence, répondis-je, ma voix rauque mais stable. Je dois savoir quel genre de piège ils sont en train de tendre. Florence posa l'arrosoir et s'approcha de la basse clôture qui séparait nos jardins. Elle tendit la main par-dessus et me serra la main. Sa poigne était étonnamment forte. Caroline, écoute-moi, dit-elle d'un ton féroce. Le deuil fait faire aux gens l'une de ces deux choses. Soit il les brise complètement, soit il consume toutes les futilités pour ne laisser que de l'acier pur. Ne laisse pas ces gens te briser. Tu es la mère de Léo. Tu te battes pour sa mémoire de la même manière que tu t'es battue pour sa vie. J'ai regardé cette femme âgée qui avait fait plus pour moi en un an que mes propres parents de sang en toute une vie. Un petit nœud durci se forma au centre de ma poitrine. Je ne vais pas me briser, lui dis-je. Et pour la première fois depuis la mort de Léo, je l'ai vraiment cru. Je suis montée dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté l'allée, en direction des banlieues chics où vivaient mes parents. Il était temps de découvrir jusqu'où allait leur trahison. Le trajet a duré 40 minutes, s'éloignant de mon quartier modeste pour entrer dans les vastes pelouses manucurées du domaine du chêne. Chaque maison ici ressemblait à une couverture de magazine, avec des haies parfaitement taillées et des étalages agressifs de richesse. J'ai garé la vieille berline de Florence, dans la large allée de mes parents, juste derrière le Range Rover flambant neuf de Chloé. Avant même que mon doigt n'ait quitté la sonnette, la lourde porte en chêne s'ouvrit. Ma mère se tenait là, vêtue d'un cardigan en cachemire et arborant une expression de sympathie lourdement fabriquée. « Oh, Caroline, ma chérie !» roucoula Evelyne, tendant les bras pour m'entraîner dans une étreinte raide qui sentait le parfum cher et les mensonges bon marché. « Nous étions si inquiets pour toi. Entre, entre. » Je suis entrée dans le grand hall, gardant mes bras rigides le long de mon corps. La maison était impeccable, silencieuse et froide. Evelyne me conduisit dans la salle à manger formelle, au moment où j'ai franchi le seuil, où j'ai réalisé que ce n'était pas une visite familiale. C'était une intervention, ou plutôt une embuscade. Assise autour de l'imposante table à manger en acajou, se trouvaient mon père Gérard, ma sœur Chloé et, à ma grande surprise, Sophie. Sophie avait été ma meilleure amie depuis l'université. Elle était mon témoin de mariage quand j'ai épousé Olivier. Quand Léo est tombé malade pour la première fois, elle m'apportait du café à l'hôpital. Mais au cours des 6 derniers mois, ses visites avaient complètement cessé. Elle avait arrêté de répondre à mes appels, prétextant qu'elle était débordée de travail. Pourtant, elle était là, assise à la table de mes parents, zirotant de l'eau pétillante, comme si elle appartenait à leur cercle intime. « Assieds-toi, ma grande,
dit Gérard, utilisant un surnom condescendant que je n'avais pas entendu depuis mon adolescence. Il désigna la chaise vide en bout de table. Je suis restée debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Sophie est-elle là? Sophie baissa les yeux sur ses ongles manucurés, évitant mon regard. Je suis là, parce que je me soucie de toi, Caroline. Nous tous. Nous sommes une équipe. Une équipe, répétai-je le mot, ayant un goût de cendre dans ma bouche. Ni d'une équipe qui n'a pas pu se rendre au cimetière hier. Chloé leva les yeux au ciel, laissant échapper un soupir dramatique. Oh mon Dieu, Caroline, arrête de jouer la victime. Nous avons expliqué la situation avec les traiteurs. Tu ne fais que détourner la conversation parce que tu sais que tu n'as pas toute ta tête en ce moment. Et puis je me permets un peu du son. Gérard se pencha en avant, croisant les mains sur une épaisse pile de documents juridiques posés sur la table. Chloé a raison. La perte d'un enfant est inimaginable. Ça brise l'esprit. Nous avons parlé à des spécialistes, Caroline. Étant donné ta situation financière précaire actuelle et ta fragilité émotionnelle, il est très irresponsable de ta part de gérer de grosses sommes d'argent ou de prendre des décisions de vie majeures en ce moment. Puis il fit glisser la pile de papier sur le bois poli vers moi. J'ai baissé les yeux. C'était une procuration financière complète et un accord de tutelle volontaire. Si je signais, je remettrais légalement chaque centime sous le contrôle absolu de mon père. Nous essayons juste de te protéger de toi-même, ajouta doucement Evelyne, posant une main sur mon bras. Je reculai, sursautant. Me protéger, raillai-je, mon cœur martelant contre mes côtes. Vous voulez protéger la fiducie. C'est de ça qu'il s'agit. Ne sois pas vulgaire, lança sèchement Gérard. Lança, sa façade de préoccupation s'effritant une seconde pour révéler le requin en dessous. Tu n'as pas de revenus, tu as des dettes. Cet argent doit être géré par quelqu'un qui a des connaissances financières. Je l'investirai, le ferai fructifier et te donnerai une allocation pour que tu puisses te concentrer sur ta guérison. Pendant qu'il parlait, mes yeux passèrent des documents juridiques au bord de la table. Dépassant dessous le porte-document en cuir de Gérard, il y avait une grande feuille de papier enroulée. Le bord s'était suffisamment aplati pour que je puisse voir les lignes architecturales détaillées et le tampon d'un cabinet de design haut de gamme. J'ai tendu la main et j'ai arraché le papier de sous son porte-document avant qu'il ne puisse m'arrêter. Je l'ai déroulé à plat sur la table. C'était un jeu de plans. Le cartouche indiquait proposition de rénovation et d'ajout d'une piscine domaine conjugale de Chloé et Marc. Le budget de construction estimé imprimé en bas était de 1 200 000 euros. Le silence dans la pièce était absolu. J'ai regardé les plans, puis Chloé, dont le visage était devenu complètement blême, et enfin mon père. Une allocation, dis-je, ma voix tombant à un murmure dangereux. Tu veux me mettre sous allocation pendant que tu utilises l'argent de mon fils décédé pour construire une piscine de luxe à ta fille en or. C'est un investissement immobilier, cria Gérard, se levant brusquement. Ça crée de la valeur pour toute la famille. Tu ne comprends pas comment fonctionne la gestion de patrimoine, Caroline. C'est exactement pourquoi tu dois signer ces papiers. J'ai laissé tomber les plans sur la table. Ne signe rien. Rien. Si jamais vous me contactez à nouveau à propos de cet argent, j'appellerai la police. Je tournai les talons et me dirigeai vers la porte. Alors que j'atteignais la poignée, Chloé hurla sa voix stridente et désespérée. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Tu es fauchée, Caroline. Tu es folle, et nous pouvons le prouver. On se verra au tribunal. J'ai claqué la porte derrière moi, le son résonnant dans le quartier. Le trajet de retour vers mon quartier fut un tourbillon d'adrénaline et de prise de conscience écœurante. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. L'air dans la voiture semblait trop rare pour respirer.
J'ai baissé la vitre, laissant le vent glacial fouetter mon visage, essayant de calmer la rage brûlante dans ma poitrine. La menace stridente de Chloé résonnait dans mes oreilles. On se verra au tribunal. Ce n'était pas une menace en l'air. Mes parents n'étaient pas seulement avides, ils étaient désespérés. Voir ces plans expliquait tout. La société de promotion immobilière de mon père était, selon les rumeurs, en difficulté depuis des années. Il jouait toujours le rôle du riche magnat, mais tout était basé sur la dette. Le fiancé de Chloé Marc venait d'une famille riche et établie. Mes parents étaient terrifiés à l'idée de paraître inférieurs à la famille de Marc. Ils avaient promis à Chloé un domaine conjugal de plusieurs millions d'euros pour sauver la face, et ils n'avaient pas les liquidités pour le financer jusqu'à la mort de Léo. Pour eux, la tragédie de mon fils était un miracle financier. C'était un plan de sauvetage de 1 500 000 euros. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui me rendait malade. C'était la dynamique de toute une vie qui nous avait amenés à ce moment précis. En grandissant, les rôles dans notre maison étaient strictement définis. Chloé était l'enfant en or. Elle était belle, elle charismatique et impitoyablement égoïste. Tout ce que Chloé voulait. Chloé l'obtenait une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire des vacances européennes entièrement financée pour son diplôme, l'acompte pour son premier appartement. J'étais le bouc émissaire. J'étais la discrète, la pragmatique, celle qui a travaillé pendant ses études pour payer ses propres frais de scolarité. Chaque fois que je réalisais quelque chose, c'était minimisé. Chaque fois que je trébuchais, c'était amplifié. Quand j'ai épousé Olivier, mes parents étaient ravis, non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'il était riche. Quand nous avons divorcé, ils m'ont entièrement blâmé, me disant que j'avais gâché ma seule chance d'avoir une belle vie. Ils avaient passé 34 ans à me conditionner à croire que j'étais incompétente, instable et un fardeau. Ils s'attendaient à ce que je me soumette et leur remette les clés de ma survie, car c'est ce que j'avais toujours fait pour maintenir la paix. Mais ce qui a brisé mon cœur, plus que la cruauté prévisible de mes parents, c'était de voir Sophie assise à cette table. Pourquoi était-elle là? Pourquoi ma meilleure amie depuis 15 ans avait-elle soudainement changé de camp? Alors que j'étais assise à un feu rouge fixant le vide des feux arrière devant moi, la pièce manquante du puzzle s'est mise en place. Marc, le fiancé de Chloé, était associé principal dans un grand cabinet d'avocats d'affaires en centre-ville. Le mois dernier, juste avant qu'elle n'arrête de répondre à mes appels, Sophie s'était plainte de son travail sans avenir dans les ressources humaines et avait mentionné qu'elle avait un entretien pour un poste très lucratif de directrice exécutive dans un cabinet d'avocats, le cabinet de Marc. Chloé avait acheté ma meilleure amie. Ils avaient fait miroiter un salaire à 6 chiffres et un billet d'entrée dans leur cercle social d'élite devant Sophie. Et tout ce qu'elle avait à faire en retour était d'abandonner une mère en deuil et d'acquiescer quand ils me traitèrent de folle. Tout le monde avait un prix. Le prix de Sophie était un bureau d'angle. Une seule larme coula sur ma joue, mais je l'essuyai furieusement. Pleurer était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. S'ils voulaient une guerre, ils allaient en l'avoir. Mais je combattais une famille riche et influente avec seulement 20 euros et une voiture empruntée. J'avais besoin d'une armure. J'avais besoin d'un bouclier. Je me suis garée sur le parking d'un centre commercial et j'ai fouillé dans mon sac à main, sortant la carte de visite froissée que j'avais gardée depuis le jour où Evelyne avait fouillé dans mes papiers à l'hôpital. Maître Dubois, ça. Avocat en fiducie et succession. J'ai composé le numéro. Une réceptionniste a répondu à la deuxième sonnerie. Cabinet d'avocat de Maître Dubois. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Caroline, dis-je, forçant ma voix à projeter une autorité que je ne ressentais pas. Je suis la mère de Léo. J'ai besoin de voir Maître Dubois immédiatement. C'est une urgence absolue. Il y eut une brève attente, un crépitement de musique d'ascenseur, puis une voix calme et profonde se fit entendre. Caroline, je suis terriblement désolée d'apprendre pour Léo. J'attendais votre appel. Quand pouvez-vous être en centre-ville? Je suis à 20 minutes, dis-je.
Je vais libérer mon emploi du temps. Conduisez prudemment. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Le bureau de Maître Dubois était situé au 20e étage d'un élégant immeuble de verre surplombant la ville. En entrant dans la réception, sentant l'odeur riche de vieux papiers d'acajou polis et d'expresso cher, je me sentis cruellement consciente de mon jean de friperie et de mon apparence épuisée. Mais Maître Dubois ne me regarda pas avec pitié ou jugement. Quand il sortit de son bureau pour m'accueillir, il m'offrit une poignée de main ferme et respectueuse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, portant un costume élégant et une expression complètement imperturbable. Il me conduisit dans son bureau et m'invita à m'asseoir dans un fauteuil en cuir moelleux. Sur son bureau se trouvait un dossier épais et méticuleusement organisé avec le nom de Léo imprimé sur l'onglet. Merci de me voir si rapidement, commençai-je en me tordant les mains sur mes genoux. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais ma famille et mes parents essaient de me forcer à signer une procuration. Ils ont menacé de me traîner en justice si je ne leur donne pas le contrôle de la fiducie de Léo. C'est comme j'ai fait un médium, dit-on. Maître Dubois se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les mains. Il n'avait pas l'air surpris du tout. Caroline, avant d'aborder les aspects juridiques, je veux vous dire quelque chose sur votre ex-mari, dit Maître Dubois, doucement. Olivier est un homme complexe, et sa carrière l'a tenu éloigné, mais il était exceptionnellement protecteur envers son fils. Quand il m'a engagé pour structurer cette fiducie il y a 5 ans, il a été très explicite sur ses préoccupations. Des préoccupations à quel sujet demandai-je. Maître Dubois ouvrit le dossier. À propos de vos parents, Olivier m'a dit, et je cite, mes anciens beaux-parents considèrent l'argent comme une arme et un droit. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, ils fondront sur lui comme des vautours pour prendre ce qui ne leur appartient pas, et ils essaieront d'écraser Caroline pour l'obtenir. Je haletai une main sur ma bouche. Olivier avait su. Même de l'autre côté de l'océan, vivant sa propre vie à Londres, il avait vu la réalité de ma famille plus clairement que je n'avais jamais voulu l'admettre. Grâce à cette prévoyance, continua Maître Dubois, en tapotant un épais document à l'intérieur du dossier, Olivier m'a chargé de construire une forteresse autour de cet argent. Cette fiducie n'est pas un accord standard. Elle contient de multiples sécurités. Les 1 500 000 d'euros sont actuellement en cours de liquidation de succession, ce qui est normal. Mais une fois que ce sera fait, vous êtes l'unique bénéficiaire résiduaire incontesté. Il n'y a pas de conseil d'administration. Il n'y a pas de co-signataire. Et il n'y a aucune clause qui permette à un de vos parents par le sang d'accéder à un seul centime. Une vague de soulagement si puissante qu'elle me fit tourner la tête m'envahit. Donc ils ne peuvent pas y toucher, même s'ils essaient de me poursuivre en justice pour ça. L'expression de Maître Dubois s'assombrit légèrement. Directement, non, ils ne peuvent pas toucher à la fiducie. Elle est blindée. Il se pencha en avant, posant les coudes sur le bureau. Et cependant, il y a une faille qu'ils peuvent exploiter. Et d'après ce que vous m'avez dit de leurs menaces, je soupçonne que c'est exactement leur stratégie. Mon rythme cardiaque s'accéléra de nouveau. Quelle faille! La mise sous tutelle, déclara Maître Dubois sans embâge. S'ils ne peuvent pas briser la fiducie, ils essaieront de vous briser. Ils déposeront une requête d'urgence auprès du juge aux affaires familiales en prétendant que votre deuil a déclenché une grave dépression nerveuse. Ils soutiendront que vous êtes un danger pour vous-même et totalement incompétente pour gérer vos propres affaires. Si un juge leur accorde la tutelle légale sur vous, ils deviennent effectivement vous aux yeux de la loi. Ils obtiennent le contrôle total de vos comptes bancaires, de vos actifs et par extension de la fiducie. La pièce tourna. Ils peuvent être juste faire ça. Juste prétendre que je suis folle et me voler ma vie. Ils peuvent essayer, corrigea Maître Dubois.
Mais la charge de la preuve est élevée. Ils ont besoin de preuves. Ils utiliseront votre détresse financière contre vous. Ils utiliseront votre isolement contre vous. Ils rassembleront des témoins pour témoigner de votre instabilité émotionnelle. Qui ont-ils dans leur camp? L'image de Sophie assise à la table de mes parents me revint à l'esprit. Ma sœur est ma meilleure amie. Ils ont acheté ma meilleure amie. Maître Dubois hocha lentement la tête, écrivant quelque chose sur son bloc-notes. Alors nous devons nous préparer à une campagne de dénigrement. Ils veulent vous vous dépeindre comme une femme hystérique et brisée. Nous devons contrer cela en prouvant que vous êtes lucide, responsable et qu'ils sont motivés uniquement par l'appât du gain. Comment prouvons-nous cela? Demandai-je, ma voix tremblant d'un mélange de peur et de détermination nouvelle. Nous avons besoin de leurs aveux enregistrés, dit Maître Dubois, ses yeux fixant les miens. Nous devons les faire admettre ce qu'ils recherchent vraiment. Vous ont-ils envoyé des textos incriminants? Je lui tendis mon téléphone lui montrant le texto de ma mère sur la prise de contrôle de mes finances, à côté de la photo de leur toast au champagne. Maître Dubois le lut, un sourire sinistre effleurant ses lèvres. C'est excellent, mais nous avons besoin de plus. Nous devons les provoquer pour qu'ils disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Le plan que Maître Dubois a concocté était risqué, mais c'était notre meilleure chance d'établir un schéma documenté de harcèlement et de coercition financière. Il m'a dit d'inviter ma famille dans un lieu public neutre sous prétexte de négocier la paperasse. Les gens sont moins susceptibles de vous agresser physiquement en public, mais les gens arrogants sont très susceptibles de perdre leur sang-froid et de dire des choses qu'ils ne devraient pas s'ils pensent qu'ils perdent le contrôle du récit. J'ai choisi un dîner bruyant et animé en périphérie de la ville célèbre pour ses burgers gras et son mauvais café. C'était le dernier endroit où ma famille huppée mettrait volontairement les pieds, ce qui les a déstabilisés dès le départ. Je suis arrivée 20 minutes en avance. Je me suis assise dans une banquette d'angle, glissant mon téléphone dans la poche de poitrine de ma veste, m'assurant que l'application d'enregistrement vocal était en marche et que le microphone n'était pas obstrué. 2 banquettes plus loin, assises dos à moi, se trouvait Florence. Elle portait un grand chapeau de soleil, mangeant tranquillement une part de tarte aux cerises. Elle était mon témoin silencieux. À 13 heures précises, la cloche au-dessus de la porte tinta. Gérard, Evaine et Chloé sont entrés. Ils regardèrent le dîner avec un dégoût manifeste, évitant une serveuse qui portait un plateau d'assiettes sales. Ils m'ont repéré et ont marché vers moi, se glissant dans la banquette en vinyle en face de moi. Je ne peux pas croire que tu nous aies traînés dans ce nid à microbes, ricana Chloé, essuyant la table avec une serviette, avant de poser son sac à main de créateur. Faisons ça vite, dit Gérard, sautant les politesses. Il ne prit même pas la peine de commander de l'eau. As-tu repris tes esprits? As-tu apporté la procuration signée? Je les ai regardés tous les trois. Il y a à peine une semaine, les voir m'auraient rempli d'un besoin désespéré de leur approbation. Maintenant, je ne ressentais qu'un profond dégoût clinique. Je n'ai pas apporté les papiers, dis-je, gardant ma voix parfaitement calme et mesurée. J'ai apporté ça à la place. J'ai sorti une enveloppe Kraft de mon sac. J'en ai sorti 3 photographies imprimées en haute résolution et je les ai posées face visible sur la table. C'était des captures d'écran de l'Instagram de Chloé. Le toast au champagne, la danse, les rires. Chacune montrait clairement l'horodatage. Mardi matin, l'heure exacte où je mettais Léo en terre. Le visage d'Evelyne devint d'un rouge profond et laid. Qu'est-ce que ça veut dire, Caroline? Tu essayes de nous faire culpabiliser. J'essaye de comprendre, dis-je en me penchant en avant. Je veux vous l'entendre dire. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous ne pouviez pas assister à l'enterrement de votre petit-fils, mais que vous vous attendez à ce que je vous remette sa fiducie de 1 500 000 € pour construire une piscine pour Chloé. Baisse la voix, siffla Gérard, regardant nerveusement autour de lui.
alors que quelques clients au comptoir jetaient un coup d'œil dans notre direction. Pourquoi? Demandai-je fort. Tu as honte. Tu devrais. Vous avez abandonné mon fils pendant 18 mois. Vous ne lui avez pas rendu visite. Vous ne l'avez pas appelé. Et maintenant, vous voulez son argent pour payer vos dettes. Chloé frappa sa main sur la table, son masque parfait se brisant complètement. Tu ne mérites pas cet argent. Tu es une perdante misérable, fauchée et instable. Tu as été un échec toute ta vie. Cet argent appartient à cette famille, à des gens qui savent réellement comment construire un avenir. Chloé arrête, tenta d'intervenir Evelyne, mais la digue avait cédé. Non, je n'arrêterai pas, hurla Chloé. Elle est assise là à faire sa sainte nitouche, alors que papa risque la faillite à cause du krach boursier. Si la famille de Marc découvre que nous sommes fauchés, ils annuleront le mariage. Tu nous dois ça, Caroline. Je suis restée parfaitement immobile, laissant l'enregistreur dans ma poche capturer chaque mot. Je ne vous dois rien. L'argent de Léo est légalement le mien, et vous n'en verrez jamais un seul centime. Gérard se pencha sur la table. Son visage était à quelques centimètres du mien, ses yeux sombres d'une fureur violente et déséquilibrée que je n'avais jamais vue auparavant. Il se fichait de savoir qui regardait. « Écoute-moi bien, espèce de… » gronda Gérard, chaque mot suintant la méchanceté. « Tu vas nous donner le contrôle de cette fiducie d'une manière ou d'une autre. Si tu ne la cèdes pas volontairement, nous te traînerons au tribunal. Nous dirons au juge à quel point tu es folle. Nous avons Sophie. Nous avons des témoins. Nous prendrons ta dignité. Nous prendrons ta liberté. Et nous te prendrons tout. Tu finiras enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et ce sera moi qui signerai les chèques de toute façon. Si je me regardais, je n'ai pas scellé, je n'ai pas pleuré. Essaie, murmurai-je. J'ai attrapé mon sac à main. Je me suis glissée hors de la banquette et je suis sortie par la porte d'entrée, les laissant assis dans un silence stupéfait. En marchant vers la voiture, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement. Le piège avait parfaitement fonctionné, mais la guerre ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes accroché au combat de Caroline pour la justice, veuillez cliquer sur le bouton. J'aime vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de gens. Restez à l'écoute, car la bataille judiciaire est sur le point de commencer. Pendant 72 heures après la confrontation au dîner, mon téléphone est de rester totalement silencieux. Pas d'appel manqué de ma mère. Pas de texto passif agressif de Chloé et pas de menace légale de mon père. Pour n'importe qui d'autre, ce silence aurait pu ressembler à une victoire, un signe qu'ils avaient reculé après avoir réalisé que je ne serais pas une cible facile. Mais j'avais passé 34 ans à vivre dans l'ombre du dysfonctionnement de ma famille. Je savais exactement ce que ce silence signifiait. C'était le calme terrifiant d'un raz-de-marée qui retire l'océan juste avant de détruire le littoral. Ils se regroupaient. Jeudi matin, le raz-de-marée a frappé. J'étais assise dans mon salon. Pourtant, un des sweats à capuche trop grand de Léo, qui sentait encore faiblement son dentifrice à la fraise, quand une série de coups lourds et autoritaires retentit à la porte d'entrée. Ce n'était pas un petit tapotement amical. C'était le genre de coup qui exigeait une obéissance immédiate. J'ai ouvert la porte pour trouver un huissier de justice sur mon porche. C'était un homme imposant, avec un uniforme parfaitement repassé et une expression totalement dépourvue d'émotion. Il m'a demandé mon nom légal complet. Quand je l'ai confirmé, il m'a remis une énorme et épaisse enveloppe Kraft qui semblait incroyablement lourde dans mes mains.
Il n'a offert aucune sympathie ni explication. Il a juste touché son képi, a dit « Vous avez été signifié » et est retourné à sa voiture. J'ai fermé la porte et j'ai glissé le long du lambris jusqu'à ce que je sois assise par terre dans l'entrée, l'enveloppe froide posée sur mes genoux. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai déchiré le papier en essayant de l'ouvrir. Une pile massive de documents juridiques a glissé sur le sol. La page de couverture était imprimée avec le sceau officiel du tribunal de grande instance. Les lettres noires et grasses en haut disaient requête d'urgence en mise sous tutelle et curatelle. Les requérants étaient listés comme étant Gérard et Evelyne. L'intimé, c'était moi. J'ai commencé à lire le jargon juridique, danse mon estomac s'énouante de plus en plus à chaque paragraphe. Il ne demandait pas seulement un contrôle temporaire de mes finances. Il demandait au tribunal de me priver de mes droits fondamentaux en tant qu'être humain adulte. Le document affirmait qu'à la suite du décès tragique de mon fils, j'avais subi une dépression nerveuse catastrophique et invalidante. Il demandait que le tribunal me déclare légalement incompétente, leur accorde le plein contrôle de mes biens, l'autorité de prendre mes décisions médicales et le droit de dicter mes conditions de vie. Il voulait me posséder. Si un juge signait cela, je deviendrais effectivement une prisonnière de mes parents. Ils pourraient me placer dans un établissement. Ils pourraient me forcer à vendre ma maison de location. Et plus important encore, ils auraient un accès absolu et incontesté à la fiducie de 1 500 000 d'euros de Léo dès qu'elle sortirait de la succession. Joint à la requête principale se trouvaient 3 attestations sous serment. La première était de mon père, détaillant une histoire fabriquée de ma lutte de toute une vie avec la régulation émotionnelle et prétendant que j'étais actuellement sans ressources et que je me laissais mourir de faim. La seconde était de Chloé, prétendant que je l'avais violemment attaquée dans un diner et qu'elle avait dû être maîtrisée. Mais c'est la troisième attestation qui a brouillé ma vision et m'a complètement coupé le souffle. Elle était signée par Sophie. J'ai fixé la signature de Sophie au bas de la déclaration sous serment. L'encre semblait noire et tranchante, comme un couteau coupant à travers 15 ans d'amitié. Je me suis forcée à lire ces mots, bien que chaque phrase ait été comme un coup physique à la poitrine. Dans son attestation, Sophie prétendait avoir été témoin d'une instabilité mentale grave et croissante de ma part pendant la maladie de Léo. Elle a brossé le tableau d'une mère qui n'était pas seulement en deuil, mais dangereusement déséquilibrée. Elle a écrit que je souffrais fréquemment d'idées délirantes, que je maltraitais agressivement le personnel de l'hôpital et que j'étais incapable de maintenir une hygiène personnelle de base. Mais la partie la plus dévastatrice, l'instrumentalisation absolue de ma plus profonde vulnérabilité, se trouvait au paragraphe 4. Sophie a juré sous peine de parjure qu'à une date précise en novembre, je lui avais avoué avoir des idées suicidaires actives et persistantes, et que je lui avais dit que je prévoyais de mettre fin à mes jours pour échapper au fardeau de la réalité. Elle a déclaré qu'elle soutenait cette requête de mise sous tutelle parce qu'elle craignait sincèrement que je me suicide si on me laissait sans surveillance avec une grosse somme d'argent. J'ai laissé tomber le papier sur le sol, ramenant mes genoux contre ma poitrine, alors qu'un sanglot sec et angoissant s'arrachait de ma gorge. Je me souvenais de cette nuit de novembre. Je m'en souvenais avec une clarté cristalline. Léo venait de subir sa deuxième série de traitements expérimentaux de moelle osseuse. Son petit corps l'avait rejeté violemment. Sa fièvre avait grimpé à 40 degrés. Les médecins l'avaient transporté d'urgence en soins intensifs pédiatriques, le branchant à un éventail terrifiant de machines qui respiraient pour lui. On m'avait dit de m'asseoir dans la salle d'attente, car ils avaient besoin d'espace pour travailler. J'étais complètement brisée. Je n'avais pas dormi depuis 3 jours. J'ai appelé Sophie depuis un téléphone public dans le couloir de l'hôpital, sanglotant si fort que je m'étouffais avec mes propres larmes. Elle s'est rendue à l'hôpital et s'est assise avec moi sur un canapé en vinyle stérile à 3 heures du matin. J'ai posé ma tête sur son épaule.
Je lui ai dit à quel point j'étais fatiguée. Je lui ai dit que voir mon bébé souffrir me déchirait l'âme. J'ai murmuré à travers mes larmes. Parfois, je veux juste m'endormir et ne plus jamais me réveiller, juste pour que ma poitrine arrête de me faire mal. C'était le plaidoyer désespéré et épuisé d'une mère qui regardait son enfant mourir. C'était une métaphore de l'épuisement émotionnel. C'était une confession privée et sacrée de douleur à ma meilleure amie. Et elle l'avait vendue. Elle avait pris mon moment de vulnérabilité. Le plus profond l'avait tordu en un diagnostic clinique d'intention suicidaire et l'avait servi à ma famille sur un plateau d'argent pour qu'elle puisse obtenir un emploi bien rémunéré au cabinet d'avocat du fiancé de Chloé. La violence psychologique de cette trahison était paralysante. Pendant un moment terrifiant, assise sur le sol de mon entrée, entourée de leurs mensonges, je me suis demandé s'ils avaient raison. Peut-être que j'étais brisée, peut-être que j'étais folle. Ils avaient de l'argent, ils avaient les avocats, ils avaient ma meilleure amie. Qui allait croire une mère fauchée et en deuil plutôt qu'une famille unie et riche? Un léger coup à la porte me surprit. Je ne voulais pas répondre, mais la poignée de la porte cliqueta, et la voix de Florence appela depuis le porche. Caroline, les rideaux sont ouverts. Je te vois par terre. Ouvre cette porte tout de suite. Je me suis traînée jusqu'à la porte et je l'ai déverrouillée. Florence est entrée jetant un seul regard à mon visage strié de larmes et aux papiers juridiques éparpillés sur le sol. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle est simplement passée devant moi, est allée dans la cuisine et a commencé à préparer une théière de thé noir fort. Relève-toi du sol, ordonna-t-elle doucement mais fermement. J'ai ramassé les papiers et je me suis assise à la table de la cuisine. Quand elle a posé une tasse de thé chaud devant moi, j'ai poussé l'attestation de Sophie vers elle. Ils vont tout prendre, murmurai-je, tout est n'importe. Ma voix complètement vide. Ils vont dire à un juge que je suis folle et Sophie va les aider. Florence a mis ses lunettes de lecture et a parcouru le document. Son visage s'est durci, les rides autour de ses yeux se creusant en lignes de pure fureur. Elle a posé le papier et m'a regardée. « Veux-tu mourir, Caroline ?» demanda-t-elle sans détour. « Non, » répondis-je immédiatement. « Je veux protéger la mémoire de Léo. »« Exactement, » dit Florence, tapant sur la table avec son index. Ce morceau de papier est un mensonge écrit par une lâche qui s'est laissée acheter. Tu te laisses pleurer encore 5 minutes sur l'ami que tu as perdu, et ensuite nous partons en guerre. Tu ne laisses pas Beatrix, c'est votre ABC. La sagesse brutale de Florence était l'encre exacte dont j'avais besoin pour ne pas sombrer dans le doute. Mais ma famille ne m'attaquait pas seulement sur le plan juridique. Ils lançaient une campagne de relations publiques massive et très coordonnée pour détruire ma réputation dans notre communauté. S'ils pouvaient empoisonner l'opinion publique, ils savaient qu'il me serait plus difficile de trouver des témoins de moralité pour me défendre au tribunal. Ça a commencé sur Facebook. Chloé, qui traitait les réseaux sociaux comme un sport de compétition, a publié un long statut incroyablement bien rédigé. Elle a inclus une photo sépia de nos enfants jouant dans un arroseur. Son message disait « Mon cœur est absolument brisé. » Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma sœur Caroline a récemment subi une perte inimaginable. Bien que nous ayons essayé de l'entourer d'amour et de soutien, le deuil peut parfois se manifester de manière terrifiante. Notre famille traverse actuellement une agonie privée, alors que nous essayons d'obtenir pour Caroline l'intervention psychiatrique intensive dont elle a si désespérément besoin malgré sa résistance agressive. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières, alors que nous prenons des décisions difficiles et déchirantes pour protéger quelqu'un que nous aimons d'elle-même. C'était une leçon de maître en manipulation. C'était si parfaitement vague, si dégoulinant de fausse compassion que quiconque le lisait
supposerait immédiatement que je souffrais d'une crise psychotique et que ma famille héroïque intervenait pour me sauver. La publication a recueilli des centaines de j'aime, de réactions, en forme de cœurs et de commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée des femmes du club de ma mère, et même des parents éloignés, ont afflué dans la section des commentaires louant Chloé pour sa force et offrant des prières pour mon esprit brisé. Aucune de ces personnes ne m'avait appelé à la mort de Léo. Aucune d'entre elles ne savait que Chloé avait bu du champagne pendant ses funérailles. La campagne de dénigrement numérique a rapidement débordé dans le monde réel. Quand je suis allée à la pharmacie locale pour acheter quelques articles de toilette de base, la pharmacienne, une femme qui connaissait ma famille depuis des années, m'a jeté un regard de pitié profonde et inconfortable. Elle m'a parlé d'une voix lente et apaisante, le genre de voix qu'on utilise pour calmer un bambin effrayé. J'ai réalisé avec un choc écœurant qu'elle avait lu le message de Chloé. Aux yeux du monde extérieur, je n'étais plus une mère en deuil. J'étais une malade mentale en attente d'être internée. Mais la guerre psychologique ne s'est pas arrêtée à la frontière numérique. Ma famille avait besoin que j'agisse comme une folle pour prouver leur cas. Alors, ils ont décidé de me provoquer activement. C'était un mardi soir, exactement une semaine après que l'huissier m'ait signifié les papiers. J'étais assise à ma table de cuisine, organisant un énorme classeur des factures médicales de Léo pour Maître Dubois. Florence avait récemment insisté pour payer une société de sécurité afin d'installer une sonnette vidéo et 2 caméras extérieures sur ma maison de location. J'avais argumenté, contredisant que je ne pouvais pas accepter ce genre de charité, mais elle m'avait férocement contredite. À 23h45, mon téléphone a sonné avec une alerte de mouvement de la caméra du Porsche avant. J'ai ouvert l'application. Dans la lueur infrarouge granuleuse de la vision nocturne, j'ai vu Evelyne et Chloé debout sur mon Porsche. Mon cœur battait la chamade. Je suis restée parfaitement immobile dans la cuisine sombre. Evelyne a commencé à frapper du poing contre la lourde porte en bois. Ce n'était pas un toc. C'était un martèlement rythmique et agressif, conçu pour surprendre quiconque se trouvait à l'intérieur. Caroline, ouvre la porte, cria Evelyne, sa voix facilement captée par le microphone de la caméra. Nous savons que tu te caches ailleurs là-dedans. Tu dois nous parler. Ouais. J'ai regardé sur l'écran. Je n'ai pas bougé d'un muscle. Je savais exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que j'ouvre la porte et que je leur crie dessus. Elle voulait que j'aie une crise de nerfs, que je lance quelque chose ou que j'appelle la police en panique. Elles enregistraient probablement sur leur propre téléphone, espérant capturer des images de la femme instable et agressive qu'elles décrivaient dans leurs plaintes. Comme je n'ai pas répondu, Chloé s'est approchée de la fenêtre du salon. Elle a mis ses mains en coupe sur la vitre, essayant de regarder à travers les stores. Elle a complètement perdu la tête, maman, dit Chloé enfin à haute voix, s'assurant que sa voix portait. Elle est assise dans le noir comme une psychopathe. Nous allons devoir appeler les autorités pour faire un contrôle de bien-être si elle continue à agir de manière si erratique. Evelyne frappa une dernière fois sur la porte. Tu fais honte à cette famille, Caroline. Signe les papiers ou nous te ruinerons. Elles ont traîné sur le porche pendant encore 10 minutes, faisant les 100 pas pointant la maison du doigt et parlant fort de ma maladie. Finalement, réalisant qu'elles n'obtiendraient pas la réaction explosive dont elles avaient besoin, elles sont retournées au SUV de luxe d'Evelyne et sont parties. Je suis restée assise dans le noir pendant un long moment, regardant le Porsche vide sur mon écran. Mes mains ne tremblaient plus. Elles avaient essayé de me briser, mais tout ce qu'elles avaient fait, c'était de me donner l'arme exacte dont j'avais besoin. J'ai appuyé sur un bouton de l'application téléchargeant l'enregistrement vidéo et audio limpide de leur harcèlement nocturne et déséquilibré directement sur mon téléphone. J'ai immédiatement envoyé le fichier par email à Maître Dubois. L'objet de mon email était simple. Pièce à conviction A. Le lendemain matin. J'étais assise dans le bureau de Maître Dubois en centre-ville. L'épaisse enveloppe Kraft contenant la requête de mise sous tutelle reposait sur son bureau en acajou.
Maître Dubois avait l'air incroyablement élégant, ses cheveux argentés parfaitement peignés, ses yeux scrutant les images vidéo que je lui avais envoyées la nuit précédente sur son ordinateur portable. Il a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé, un sourire de loup jouant sur ses lèvres. Caroline, votre famille souffre d'un type d'arrogance très spécifique. Ils croient que parce qu'ils ont de l'argent, les règles ne s'appliquent pas à eux. Cette vidéo est spectaculaire. Elle contredit complètement leur récit de parents effrayés et inquiets. Est-ce suffisant pour arrêter la mise sous tutelle demandai-je, agrippant les accoudoirs du fauteuil en cuir. C'est une preuve solide pour la défense, corrigea Maître Dubois. Mais pour faire rejeter entièrement cette requête, nous ne devons pas seulement jouer en défense. Nous devons passer à l'offensive. Nous devons prouver une conspiration malveillante pour vous escroquer. Avant que je puisse demander comment nous allions faire cela, le téléphone sur le bureau de Maître Dubois sonna. Il le mit sur haut-parleur. C'était son assistante juridique. Maître Dubois, le responsable de la conformité de l'hôpital pédiatrique, a répondu à notre demande, dit l'assistante, sa voix crépitant légèrement à travers le haut-parleur. Vous aviez raison. Il y a eu un événement d'accès non autorisé. Maître Dubois se redressa. Donnez-moi les détails. Selon l'empreinte numérique, continua l'assistante, quelqu'un a accédé au dossier médical complet et non expurgé de Léo il y a 4 jours. Le système montre qu'ils ont contourné les protocoles de sécurité standards en soumettant un formulaire d'autorisation de contact d'urgence obsolète datant de 3 ans. Le nom sur le formulaire de soumission était Chloé. L'air dans la pièce sembla se figer. Je sentis une vague de violations pures et non filtrées m'envahir. Les dossiers médicaux de Léo étaient sacrés. Ils détaillaient sa souffrance, ses combats courageux, ses procédures douloureuses et son déclin final. Ils contenaient mes conversations privées et angoissantes avec les assistants sociaux et les conseillers en deuil. Et Chloé les avait volés. Pourquoi soufflai-je, horrifié. Pourquoi ferait-elle ça? Des munitions, dit sombrement Maître Dubois. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent déformer. Un moment où vous avez manqué une dose de médicaments de 10 minutes. Une note d'une infirmière disant que vous pleuriez et étiez dépassé. Ils exploitent la mort de votre fils pour un avantage juridique. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Déposez immédiatement une plainte formelle pour violation du secret médical auprès de l'Ordre des médecins et envoyez une mise en demeure à l'administration de l'hôpital. Je veux une copie certifiée des journaux d'accès sur mon bureau d'ici demain matin. Maître Dubois se tourna vers moi. Votre sœur vient de commettre une infraction fédérale à la vie privée pour essayer de voler une fiducie. Nous avons maintenant notre stratégie offensive. Juste. Au moment où il disait cela, la lourde porte en chêne de son bureau s'ouvrit. Je me suis retournée et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvaient Georges et Gloria, les parents d'Olivier, mes anciens beaux-parents. Ils vivaient en Arizona et avaient tous les deux plus de 70 ans. Georges marchait avec une canne et Gloria avait l'air fragile, mais ses yeux étaient vifs et chaleureux. Ils avaient traversé le pays dès que Maître Dubois les avait appelés pour les informer de la requête de mise sous tutelle. Je me suis levée et Gloria m'a entourée de ses bras. C'était une étreinte farouchement protectrice, complètement différente des étreintes raides et fabriquées que ma propre mère me donnait. Nous sommes tellement désolés de ne pas avoir pu assister à l'enterrement Caroline, dit Georges, la voix étranglée par l'émotion. Olivier est bloqué à Londres avec des problèmes de visa, mais il nous a envoyés. Nous ne laisserons pas ces gens vous faire ça. Nous savons exactement ce que sont vos parents, ajouta Gloria se reculant pour me regarder dans les yeux. Olivier nous avait prévenus il y a des années. Nous sommes ici pour témoigner. Nous sommes ici pour dire au juge exactement qui a pris soin de notre petit-fils et exactement à qui appartient cet argent.
En regardant Georges et Gloria, une profonde prise de conscience m'a frappée. Ma famille de sang complotait actuellement pour détruire ma vie, voler mon argent et m'enfermer dans un service psychiatrique. Mais voici les parents de mon ex-mari, des gens légalement liés à moi par rien d'autre qu'un mariage passé traversant le pays pour me servir de bouclier humain. Le sang ne faisait pas une famille. L'amour, la loyauté et le fait d'être présent quand le monde s'assombrissait, voilà ce qui faisait une famille. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de préparation exténuante et méticuleuse. Maître Dubois menait sa défense juridique comme un général militaire préparant un siège. Il m'a dit que les juges aux affaires familiales étaient très imprévisibles et avaient souvent tendance à protéger la partie vulnérable par défaut, ce qui signifiait que nous ne pouvions laisser aucune pierre non retournée. Si mes parents venaient à ce combat avec un couteau maître Dubois, avaient l'intention d'apporter un char d'assaut. La première étape, la plus humiliante, fut l'évaluation psychologique. Parce que ma famille avait officiellement prétendu que j'étais mentalement incompétente. Maître Dubois a engagé un psychiatre légiste indépendant et très respecté pour m'évaluer. J'ai passé 4 heures assise dans un bureau stérile à répondre à des questions invasives sur mes habitudes de sommeil, mon alimentation, mon deuil et mon enfance. J'ai dû raconter chaque détail douloureux de la mort de Léo à un étranger pour prouver que je ne faisais pas une crise psychotique. C'était dégradant de devoir prouver mathématiquement ma santé mentale parce que ma famille voulait acheter une piscine. Mais quand le rapport de 80 pages est revenu, c'était un gilet pare-balles. Le psychiatre a conclu sans équivoque que je souffrais d'un deuil normal et attendu que je possédais une fonction cognitive élevée et que je ne montrais absolument aucun signe de délire d'instabilité ou d'incapacité à gérer mes propres affaires. Ensuite, nous avons construit la chronologie. Florence venait tous les soirs et ensemble nous avons étalé tous les dossiers médicaux de Léo, les calendriers et mes relevés bancaires sur le sol du salon. Nous avons créé un immense tableur à code couleur, documentant les 540 jours de la maladie de Léo. Chaque visite à l'hôpital, chaque rendez-vous de chimiothérapie, chaque course aux urgences en pleine nuit était enregistré. Et juste à côté de cette colonne, nous avons créé une colonne pour l'implication de ma famille. Le contraste était stupéfiant, même pour moi. En 18 mois, j'avais passé environ 4000 heures à l'hôpital. Ma mère avait passé 20 minutes. Mon père avait passé 0. Chloé avait passé 0. Nous avons recueilli des attestations de moralité pour contrer les mensonges de Sophie. Florence a écrit une belle déclaration détaillée sur les innombrables fois où elle m'a vu porter Léo à la voiture, gérer son programme de médicaments compliqués et sacrifier mes propres besoins de base pour son confort. L'oncologue pédiatrique principal de Léo, un médecin brillant qui s'impliquait rarement dans les conflits familiaux, était si dégoûté par l'assignation à comparaître pour les dossiers de Léo qu'il a volontairement rédigé une attestation sous serment louant ma compétence et mon dévouement exceptionnel en tant que soignante médicale. La veille de l'audience, la table de la salle de conférence de Maître Dubois était couverte de classeurs épais et soigneusement reliés. Nous avions l'évaluation psychologique me disculpant de tout défaut mental. Nous avions le tableur prouvant l'absence totale de ma famille pendant la maladie de Léo. Nous avions les attestations de Florence, de l'oncologue de Georges et Gloria. Nous avions les journaux d'accès de l'hôpital, prouvant que Chloé avait illégalement volé les dossiers médicaux de mon fils décédé. Nous avions les images de la caméra de surveillance, montrant Evelyne et Chloé me harcelant au milieu de la nuit. Et nous avions l'enregistrement audio du dîner où mon père menaçait explicitement de me jeter dans un hôpital psychiatrique si je ne cédais pas la fiducie. Maître Dubois se tenait à la tête de la table de conférence, regardant l'arsenal que nous avions construit. Demain, ils vont entrer dans cette salle d'audience en s'attendant à une victoire facile contre une femme brisée et hystérique, dit Maître Dubois, en rangeant les classeurs dans ses mallettes de litige en cuir. Ils pensent qu'ils sont les prédateurs dans ce scénario. Demain, nous leur montrerons qu'ils sont tombés dans un piège.
J'ai touché le petit médaillon en argent autour de mon cou, celui qui contenait une minuscule photo de Léo souriant dans son pyjama de super-héros. Je ne me sentais plus brisée. Le chagrin était toujours là, une lourde pierre dans ma poitrine, mais il était entouré d'une armure froide et impénétrable de colère juste. J'étais prête à réduire leur monde parfaitement organisé en cendres. Le palais de justice sentait la cire au citron, le vieux papier et la sueur anxieuse. En marchant dans le long couloir éclairé au néon vers la salle d'audience 4B, je ressentais un sentiment surréaliste de détachement. Je portais un tailleur bleu marine que Florence m'avait aidé à choisir dans une friperie et que j'avais fait nettoyer à sec par un professionnel. Je gardais le dos droit, les yeux fixés, droit devant. Maître Dubois marchait à ma droite, portant 2 lourdes mallettes. Georges et Gloria marchaient à ma gauche, un mur de soutien silencieux et inébranlable. Lorsque nous avons poussé les lourdes doubles portes en bois pour entrer dans la salle d'audience, ma famille était déjà assise à la table des requérants. C'était une masterclass de présentation théâtrale. Mon père Gérard, Brunet Piton, portait un costume gris conservateur, les épaules affaissées, pour projeter le lourd fardeau d'un patriarche inquiet. Ma mère Evelyne avait considérablement atténué son maquillage et tenait un mouchoir froissé, l'air parfaitement fragile. Chloé était vêtue de couleurs modestes et sobres, complètement différentes de sa garde-robe de créateur habituellement flashy, et assise, juste derrière eux. Au premier rang de la galerie se trouvait Sophie. Quand ils m'ont vue entrer avec les parents d'Olivier, la mâchoire de Gérard s'est crispée et Chloé a jeté un regard nerveux à Evelyne. Il ne s'attendait quelqu'un à ce que j'ai quelqu'un comme quand quelqu'un de bien dans un monde chez d'un pays, encore moins les riches ex-beaux-parents dont ils avaient secrètement peur. Nous avons pris nos sièges à la table de l'intimé. Ah. L'air dans la pièce était lourd de tension. Quelques minutes plus tard, l'huissier annonça la juge. La juge Hélène Bernard, sans lien de parenté avec Maître Dubois, était une femme redoutable au début de la soixantaine, réputée pour ne tolérer aucune bêtise. Elle prit place sur le haut banc, ajusta ses lunettes de lecture et baissa les yeux sur l'énorme pile de paperasse devant elle. Nous sommes ici concernant la requête d'urgence pour la mise sous tutelle et curatelle de Caroline, annonça la juge Bernard, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Les requérants affirment que l'intimée souffre d'une dépression nerveuse catastrophique et représente un danger immédiat pour elle-même et ses biens. Maître Vance, vous représentez les requérants. Vous pouvez commencer. L'avocat de mes parents, un avocat lisse et hors de prix nommé Vance, se leva. Il boutonna sa veste de costume et s'approcha du podium avec une expression profondément sombre. Votre honneur, commença Vance, sa voix dégoulinant d'empathie fabriquée. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une tragédie. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une famille essaie désespérément de sauver une mère qui a perdu la raison à cause du deuil. Caroline s'est isolée. Elle est sans ressources et comme nos témoins le confirmeront, elle a manifesté un comportement terrifiant et erratique et a exprimé des désirs actifs de se faire du mal. Nous demandons simplement au tribunal de permettre à ses parents aimants d'intervenir et de gérer sa vie pour qu'elle puisse guérir. Il m'a fallu toute ma volonté pour garder mon visage complètement vide. Maître Dubois m'avait prévenu: ne réagissez pas, ne vous moquez pas, ne pleurez pas, laissez-les peindre leur tableau. Si vous réagissez émotionnellement, vous prouvez leur point. Vince a appelé Evelyne à la barre en premier. Ma mère a posé sa main sur la Bible et a juré de dire la vérité. Puis elle a procédé à mentir avec l'aisance de quelqu'un qui discute de la météo. Evelyne a tamponné ses yeux secs avec son mouchoir. Caroline. Elle a juste craqué quand Léo est mort. Elle ne nous laisse pas l'aider. Elle nous crie dessus. Elle vit dans la saleté. Nous l'aimons tellement. Votre honneur, mais elle est complètement déconnectée de la réalité.
Nous avons peur qu'elle vide ses comptes en banque et se fasse du mal. Ensuite, Vance a appelé Sophie. Voir mon ancienne meilleure amie monter à la barre des témoins, c'était comme avaler du verre brisé. Sophie a évité de me regarder. Elle a regardé directement la juge, jouant parfaitement le rôle de l'amie au cœur brisé et inquiète. Caroline m'a avoué à l'hôpital qu'elle voulait mettre fin à ses jours, a témoigné Sophie, sa voix tremblant juste assez pour paraître authentique. Elle a dit qu'elle ne supportait plus la douleur. Elle était hystérique. Depuis le décès de Léo, elle a coupé les ponts avec tous ceux qui se soucient d'elle. Elle n'est pas en sécurité seule. Vance a terminé sa présentation initiale, l'air incroyablement satisfait de lui-même. Il avait brossé le tableau d'une femme brisée et suicidaire, entourée d'une famille désespérée de la sauver. La juge Bernard me regarda depuis le banc, son expression illisible. Maître Dubois, dit-elle à mon avocat, avez-vous un contre-interrogatoire? Maître Dubois se leva lentement. Il ne s'approcha pas du podium. Il se tint juste à côté de moi, sa présence commandant toute la pièce. Oui, votre honneur, dit Maître Dubois, sa voix résonnant comme un coup de fouet. J'ai pas mal de questions sur cette prétendue famille aimante. A demandé qu'Evelyne soit rappelée à la barre. Ma mère est remontée, serrant son mouchoir, l'air légèrement agacé mais toujours confiante. Maître Dubois s'est approché de la barre des témoins. Il n'a pas crié. Il a parlé avec une précision silencieuse et terrifiante. Madame Evelyne, commença Maître Dubois, en regardant son bloc-notes. Vous avez témoigné il y a un instant que vous êtes profondément et intimement impliquée dans la vie de votre fille et que vous avez été dévastée par la maladie de votre petit-fils. Est-ce exact? Oui, bien sûr, renifla Evelyne. Excellent, dit Maître Dubois. Pouvez-vous dire à la cour le nom de l'oncologue pédiatrique principal de Léo? Evelyne cligna des yeux. Le mouchoir dans sa main s'immobilisa. Eh bien, il y avait tellement de médecins. Juste le principal, pressa doucement Maître Dubois. L'homme qui a géré les soins de votre petit-fils bien-aimé pendant 18 mois. Docteur Martin, devina Evelyne, son visage rougissant. C'était le docteur Eris, corrigea sèchement Maître Dubois. Essayons plus facile. Quelle était la date exacte du dernier traitement de chimiothérapie de Léo? Evelyne regarda Gérard, la panique brillant dans ses yeux. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était une période très stressante. Maître Dubois retourna à notre table et prit un épais document relié. Il en remit une copie à la juge et une copie à Vance. Votre honneur, je soumets la pièce C comme preuve. Il s'agit d'un registre certifié et notarié de chaque visiteur qui est entré dans le service d'oncologie pédiatrique pour Léo pendant les 540 jours de sa maladie. Maître Dubois se tourna vers Evelyne. Madame Evelyne, pouvez-vous lire le nombre total de visites enregistrées à côté de votre nom au cours de ces 18 mois? Evelyne fixa le papier. Elle ne parla pas. Veuillez le lire pour la cour, ordonna la juge Bernard, son ton notablement plus froid. Une, murmura Evelyne. Une, répéta Maître Dubois, laissant le mot suspendu dans la salle d'audience silencieuse. Et quel est le nombre à côté du nom de votre mari et du nom de votre fille, Chloé? Evelyne déglutit difficilement. 0. Donc, résuma Maître Dubois, faisant les 100 pas devant la barre. Vous avez abandonné votre petit-fils mourant pendant 1 an et demi. Vous ne connaissiez pas le nom de son médecin. Vous ne connaissiez pas son programme de traitement. Mais une semaine après sa mort, vous réalisez soudainement que vous êtes la seule pleine, la seule personne capable de gérer la vie de Caroline. Pas d'autres questions pour ce témoin. Evelyne a pratiquement fui la barre des témoins.
Le vernis lisse de leur performance commençait à se fissurer. Ensuite, Maître Dubois a appelé mon père à la barre. Gérard s'avança l'air furieux, la mâchoire serrée. Monsieur Gérard, commença Maître Dubois, vous avez déposé une attestation affirmant que Caroline est complètement sans ressources et nécessite donc votre intendance financière. Est-il vrai qu'elle n'a pas d'argent? Elle est complètement fauchée, déclara Gérard avec confiance. Elle a des soldes négatifs sur son compte courant. Et pourtant, sourit finement Maître Dubois, vous dépensez des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat pour cette requête de mise sous tutelle. Pourquoi dépenser autant d'argent pour prendre le contrôle de compte en banque vide? Pour la protéger, rétorqua Gérard. Ou, dit Maître Dubois, sa voix baissant d'une octave, est-ce pour intercepter la fiducie de 15 millions d'euros laissée par son ex-mari qui est actuellement en cours de liquidation de succession? Le visage de Gérard devint blanc. Vince, leur avocat, sauta de son siège. Objection, votre honneur. Pertinence. La fiducie ne fait pas partie des actifs liquides actuels de l'intimé. Cela va entièrement au mobile, votre honneur, répliqua Maître Dubois. Rejeté, dit la juge Bernard, se penchant en avant et fixant intensément Gérard. Vous pouvez répondre à la question, monsieur Gérard. Êtes-vous au courant de la fiducie? J'avais entendu des rumeurs, balbutia Gérard. Des rumeurs, se moqua Maître Dubois. Il prit un autre document. Votre honneur, je soumets la pièce D. Les plans architecturaux pour une piscine et une rénovation de 1,2 million d'euros pour la maison conjugale de Chloé. Des plans qui se trouvaient commodément sur la table, le jour où cette famille a essayé de forcer Caroline à signer une procuration. La juge regarda les plans, puis regarda Gérard avec un regard qui pouvait geler de l'eau. Monsieur Gérard, dit doucement Maître Dubois en se penchant vers le microphone. Votre entreprise immobilière est-elle actuellement en situation d'insolvabilité? Gérard ne répondit pas. Il regarda Vince pour obtenir de l'aide, mais Vince feuilletait furieusement ses propres dossiers, réalisant qu'il avait été pris en embuscade. Je prendrai votre silence pour un oui, dit Maître Dubois. Pas d'autres questions. Maître Dubois n'avait pas fini. Il avait réussi à démanteler leur récit de membres de la famille inquiets. Mais il devait encore détruire le cœur de leur argument juridique que j'étais folle et dangereuse. Votre honneur, dit Maître Dubois, tournant son attention vers le banc. Les requérants affirment que Caroline est instable et agressive. Je voudrais soumettre la pièce E, une évaluation psychologique indépendante, menée il y a à peine 3 jours par le docteur Harrison Keller, un psychiatre légiste agréé par le tribunal. La juge Bernard prit le rapport épais de l'huissier. Elle parcourut le résumé. Le docteur Keller conclut, lut à haute voix Maître Dubois, que l'intimée est complètement lucide, très intelligente et ne montre absolument aucun signe de détresse psychiatrique au-delà du deuil normal et attendu. En fait, le docteur Keller note qu'elle possède une résilience émotionnelle remarquable. Ces évaluations peuvent être manipulées, protesta faiblement Vince depuis sa table. Si la partie adverse préfère des preuves brutes et non manipulées, contre Maître Dubois en douceur. Je voudrais soumettre les pièces F et G, des enregistrements audio et vidéo, qui clarifieront exactement qui dans cette famille est instable, agressif et un danger immédiat. Maître Dubois a connecté son ordinateur portable au système audiovisuel de la salle d'audience. Un grand écran est descendu du plafond. D'abord, il a joué l'enregistrement audio du dîner. Le son numérique impeccable de la voix de mon père a rempli la salle d'audience silencieuse. Écoute-moi bien, espèce de... Tu vas nous donner le contrôle de cette fiducie d'une manière ou d'une autre. Nous prendrons ta dignité. Nous prendrons ta liberté et nous te prendrons tout.
Tu finiras enfermé dans un hôpital psychiatrique et ce sera moi qui signerai les chèques, de toute façon. Le halètement collectif de la galerie était audible. Même Vance, l'avocat de mes parents, a physiquement reculé, laissant tomber son stylo sur son bureau. Evelyne a enfoui son visage dans ses mains. Gérard a fixé la table d'un air absent, ressemblant à un homme qui venait d'assister à sa propre exécution. Avant qu'il ne puisse se remettre, Maître Dubois a joué la vidéo. Les images de la caméra de surveillance ont illuminé l'écran. Elles montraient Evelyne et Chloé debout sur mon porche à minuit, martelant la porte comme des animaux sauvages, criant des insultes et menaçant d'appeler les autorités pour me ruiner si je ne signais pas les papiers. Votre honneur, dit Maître Dubois en éteignant l'écran, laissant la dure réalité de leurs actions en suspens dans l'air. Ce que nous avons ici n'est pas une famille qui essaie de sauver une mère en deuil. Nous avons une conspiration coordonnée malveillante et criminelle pour escroquer une mère en deuil d'une fiducie de 15 millions d'euros afin de payer les dettes commerciales du père et de financer le style de vie somptueux de la sœur. Maître Dubois a fouillé dans sa dernière mallette. Et enfin, votre honneur, je soumets la pièce H, une plainte formelle déposée auprès de l'Ordre des médecins. Les journaux système de l'hôpital prouvent que Chloé a utilisé des formulaires d'autorisation obsolètes pour accéder illégalement aux dossiers médicaux d'un mineur décédé afin de trouver des munitions pour cette requête frauduleuse, une violation fédérale du RGPD et du secret médical. La salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des bouches d'aération. La juge Bernard a enlevé ses lunettes. Elle ne regardait plus les preuves. Elle regardait directement mes parents. Son visage était un masque de dégoût absolu et sans phare. Maître Vance, dit la juge sa voix d'un calme terrifiant. Avez-vous d'autres preuves à présenter ou préférez-vous retirer cette requête avant que je ne mette vos clients en état d'outrage à la cour? Vance se leva le visage pâle et en sueur. Les requérants retirent la requête. Requête, votre honneur. Non, lança sèchement la juge Bernard. Je ne vous autorise pas à simplement retirer pour que vous puissiez redéposer dans une autre juridiction. Je rejette cette requête avec préjudice extrême. Elle est sans fondement. Elle est malveillante. Et c'est franchement l'un des abus les plus moralement répréhensibles du système judiciaire familial que j'ai vu en 20 ans de carrière. La juge frappa son marteau, mais elle n'avait pas fini. De plus, continua-t-elle, sa voix montant en volume, j'accorde la demande reconventionnelle de l'intimé pour une ordonnance d'éloignement permanente et immédiate. Monsieur Gérard, Madame Evelyne et Mademoiselle Chloé, il vous est interdit de vous approcher à moins de 300 mètres de Caroline, de sa résidence ou de son lieu de travail. Si vous tentez de la contacter à nouveau au sujet de cette fiducie, vous serez arrêté. Chloé laissa échapper un sanglot étranglé, réalisant que sa vie de luxe s'évaporait sous ses yeux. Et enfin, la juge Bernard foudroya du regard Sophie dans la galerie, puis se tourna vers mes parents. J'ordonne au greffier de transmettre les transcriptions du témoignage d'aujourd'hui, ainsi que ses enregistrements audio et les journaux d'accès de l'hôpital au bureau du procureur de la République. Je recommande fortement une enquête criminelle immédiate pour parjure, extorsion et violation de la vie privée. L'audience est levée. Le coup de marteau résonna comme un coup de feu. C'était fini. Le coup de marteau résonna comme l'échec et mat était complet. Mes parents ne m'ont pas regardé alors qu'ils emballaient leurs affaires à la hâte. Ils avaient un l'air terrifié, diminué et complètement brisé. Alors qu'ils sortaient pratiquement en courant de la salle d'audience pour éviter l'huissier, Georges et Gloria m'ont entouré de leurs bras. Maître Dubois a posé une main sur mon épaule, la serrant fermement. Vous l'avez fait, Caroline. Vous l'avez protégée. Pour la première fois depuis le jour de la mort de Léo, je me suis laissé pleurer. Pas des larmes de deuil paralysant,
mais des larmes de soulagement absolu et écrasant. J'étais entrée dans la gueule du loup et je l'avais réduite en cendres. 1 an plus tard, les cendres de la vie de mon ancienne famille s'étaient définitivement déposées. Les retombées de l'échec et mat au tribunal furent rapides et totalement impitoyables. Comme les archives judiciaires sont publiques, les transcriptions de l'audience ont fuité. Marc, le riche fiancé de Chloé, a annulé le mariage moins de 48 heures après que la juge eut rejeté la requête de mise sous tutelle. Le cabinet d'avocates de sa famille ne voulait absolument rien avoir à faire avec un scandale de violation du secret médical. Sans l'argent de Marc pour les soutenir, la société de promotion immobilière de Gérard a officiellement déposé le bilan 3 mois plus tard. Ils ont perdu la grande maison de banlieue. Ils ont perdu les voitures de luxe. Ils louent actuellement un petit appartement à 2 villes de là noyé sous les frais de justice, alors qu'ils combattent les accusations de parjure du procureur. Quant à Sophie, son attestation sous serment affirmant que j'étais suicidaire s'est retournée contre elle de manière spectaculaire. Lorsque le cabinet d'avocats de Marc a découvert qu'elle avait commis un parjure pour tenter de voler une fiducie, ils ont annulé son offre d'emploi. Peu de temps après, son entreprise de RH actuelle l'a licenciée pour violations éthiques. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié pour aucun d'entre eux. Ils avaient creusé leur propre tombe et j'ai simplement refusé de leur lancer une corde. Moi, de mon côté, j'avais trouvé un moyen de respirer à nouveau. Une fois que la fiducie a été officiellement liquidée et que les 15 millions d'euros ont été transférés sous mon contrôle, je n'ai pas acheté de manoir. Je n'ai pas acheté de voiture de sport. J'ai suivi les conseils de Maître Dubois et j'ai créé une fondation à but non lucratif. Un mardi matin, lumineux et frais, exactement 1 an et 1 mois après les funérailles de Léo, je me tenais dans le hall de l'hôpital pédiatrique. Au-dessus des lourdes portes vitrées menant au service d'oncologie, une immense plaque en acier brossé avait été installée. On pouvait y lire «L'aile héritage Léo Dubois», dédié à fournir des soins de classe mondiale et un soutien financier aux familles luttant contre les maladies rares du sang pédiatrique. J'avais utilisé une grande partie de la fiducie pour financer la rénovation du service, acheter du matériel de surveillance de pointe et établir une dotation qui payait les frais de parking et les repas à la cafétéria pour les parents à faible revenu dormant dans ces horribles fauteuils inclinables en vinyle. Florence se tenait à ma droite, portant sa plus belle robe du dimanche. George et Gloria se tenaient à ma gauche, venus d'Arizona, pour la cérémonie d'inauguration. Maître Dubois était là aussi, discutant amicalement avec l'administrateur de l'hôpital. J'ai regardé le petit groupe de personnes qui m'entouraient. Ils n'étaient pas liés à moi par la génétique ou un nom de famille commun. Ils étaient liés à moi par la loyauté, par un deuil partagé, et par la vérité indéniable qu'ils s'étaient tenus dans le feu avec moi quand tous les autres s'étaient enfuis. C'était ma famille, ma vraie famille. Après l'inauguration, je suis allée seule au cimetière. L'herbe avait poussé sur la tombe de Léo, vibrante et verte sous le soleil printanier. Je me suis assise par terre, croisant les jambes, et j'ai tracé les lettres de son nom gravées sur la pierre tombale en granit. Je ne ressentais plus ce vide suffocant. Le vent froid avait été remplacé par une douce brise. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une petite figurine en plastique. C'était le super-héros que Léo tenait pendant ses séances de chimiothérapie. Je l'ai posé délicatement sur le dessus de la pierre tombale. On a réussi, mon grand, murmurai-je, le soleil réchauffant mon visage. Ton héritage est en sécurité. L'héritage est en... Il aide d'autres enfants à se battre, tout comme tu l'as fait. J'ai tenu ma promesse. Je suis restée assise là pendant un long moment, écoutant les oiseaux chanter dans les arbres, sentant un profond sentiment de paix s'installer dans mon âme. Le cauchemar était enfin terminé. Les monstres avaient été vaincus et j'étais toujours debout. Je leur ai complètement coupé les ponts, les laissant affronter seuls la faillite, l'humiliation publique et les accusations de parjure.
Ils me supplient maintenant de leur pardonner, envoyant des lettres affirmant que nous sommes du même sang et qu'ils ont fait une erreur à cause du deuil. Mais je brûle les lettres sans les lire. Je ne ressens rien pour eux. Parfois, je me demande si j'ai été trop impitoyable en les détruisant. Ai-je eu tort? Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur ce bouton et faites-moi part de votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Caroline a-t-elle été trop dure ou sa famille a-t-elle eu exactement ce qu'elle méritait? Laissez vos pensées et je vous verrai dans la prochaine histoire.